La Russie était membre de ce qu'on appelait à l'époque le G8. Je ne pense pas que je faisais de la politique à ce moment-là, mais je sais que le président Obama a exclu la Russie. Je dis qu'à mon avis, c'était une décision stupide parce qu'il s'agit d'un groupe de personnes assises autour d'une table. Je l'ai fait de nombreuses fois avec eux et vous apprenez à les connaître. Si le G8 existait toujours, si la Russie en faisait partie, je pense qu'il n'y aurait probablement pas cette guerre ridicule et mortelle en ce moment. C'était une très mauvaise décision. Est-ce que quelqu'un a dit déjà, si Trump était président, la guerre entre l'Inde et le Pakistan n'aurait pas eu lieu? Ouais. Bah, il est président et la guerre a lieu. Donc, en fait, ça m'agace au plus haut point, cette histoire qui répète comme un perroquet depuis des mois et des mois, voire des années. Si j'étais là, la guerre n'aurait pas eu lieu. En fait, c'est complètement débile parce que l'histoire ne connaît pas le conditionnel. En fait, l'histoire s'est passée comme ça et c'est passé comme ça. Et c'est pas toi qui est décidé. Et pendant que Trump est là, vous vous souvenez, le 20 janvier, quand il est arrivé au pouvoir, donc à la Maison Blanche, il s'est vanté déjà d'avoir arrêté la guerre entre le Hamas et l'Israël. Cette guerre a repris. Et donc, Trump est toujours là. Donc, en fait, cette vantardise de Trump, et il est gonflé quand même à dire, oui, il faut faire revenir la Russie, mais moi, je rappelle aussi que le président Macron a essayé de le faire aussi pendant le sommet de Biarritz. Quitte à me faire l'avocat du diable, je pense que là-dessus, c'est Trump qui a raison. Je pense qu'Obama a fait... Je pense que c'est Trump qui a raison. Et la Chine, je pense qu'il a raison parce qu'effectivement... Et la Chine, mais laissez-le répondre. Je réponds là. Je vous ai pas coupé. J'exprime juste une seule idée. Je pense que Trump a eu raison parce que géographiquement, la Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés. Que vous le vouliez ou non, elle va rester là. Je sais qu'il y a 2-3 ans, tout le monde envisageait qu'on allait la séparer en 5... voilà, moi, j'y ai jamais cru. Elle va rester. Et donc, évidemment, la diplomatie, ça consiste à parler à tout le monde. Et ça, c'est quelque chose, en tant que Français, que je sais, parce que c'est quelque chose que nous a appris le général de Gaulle. Est-ce que vous croyez que le général de Gaulle approuvait la révolution culturelle quand il a reconnu la Chine en 1964 ? Pas du tout. Mais il a dit, la Chine, c'est immense. Eh bien, il faut parler aux Chinois. Et je pense que là-dessus, Trump a parfaitement raison. Ça a été une erreur de la part de... Est-ce que vous prenez la comparaison? Pardon, c'est intéressant, c'est un vrai débat. On vient d'entendre Renaud Girard qui dit le général de Gaulle parlait à Mao Tse-tung qui avait infiniment plus de morts sur la conscience que peut-être tous les dictateurs actuels du monde actuel. Bon. Est-ce que quand même, de la même logique, il faut renouer langue avec Poutine ou est-ce qu'il faut tenir bon dans la logique ne parle pas? Il faut discuter, mais ce qui est quand même... fort de café de la part de Trump, qui est en train de démolir toutes les instances internationales de négociation, qui ne reconnaît aucune des institutions qui justement avaient été fondées en 1945. C'est de se raccrocher au G7, G8, dont on peut dire qu'il n'a jamais réglé une guerre, parce que ça n'a jamais été l'essentiel de ses préoccupations. Mais vous ne répondez pas à la question. Est-ce que oui ou non, il faut renouer langue avec Poutine? Alors, il faut sans doute renouer langue avec Poutine, mais ça dépend dans quel... Non, mais c'est fait pour les Américains. Pas fait pour les Européens. On parle des Européens. Et donc on ne peut pas être médiateur un jour, de toute façon, si on ne parle pas du tout à la Russie. Le problème du G8, c'est que c'est devenu un club d'affinitaires, c'est-à-dire de pays plus ou moins démocratiques. Donc y mettre la Russie, ça n'a pas beaucoup de sens. D'ailleurs, Trump avait déjà essayé pendant son premier mandat, puis tout à l'heure, Sergei Girnov murmurait, et la Chine. C'est-à-dire effectivement, un G8 avec la Russie et pas la Chine, ça n'a pas beaucoup de sens. Le G important, c'est le G20 aujourd'hui, c'est vrai, où il y a l'Inde, où il y a... Le G7 a pu. Mais effectivement, Trump, il préfère le G7 ou le G8 parce que c'est un type qui déteste le multilatéralisme, les grandes messes, etc. Quand la messe est plus petite, il préfère. Quand la messe est à 2 ou 3, c'est encore mieux, si vous voulez. Mais la messe à 20, déjà, il n'aime plus. Et c'est lui très content parce que Xi Jinping, lui, ce qu'il préfère, c'est le G2. La Chine et les États-Unis. Voilà. Et Poutine aussi, d'ailleurs.
Poutine aussi, il préfère traiter directement avec par défaut. Oui, mais G7, c'était quand même une organisation. Enfin, on peut même pas dire que c'est une organisation, c'est un club des gens qui partageaient les mêmes valeurs. Mettre la Russie de Poutine dans ce club qui partage les mêmes valeurs, ça n'a aucun sens. Je suis d'accord avec vous, Sylvie. Et alors la Chine, ce qui est très intéressant, la Chine, elle a toujours joué le jeu. Et alors quelquefois, elle interprète différemment que nous les traités, mais elle accorde, je parle sous contrôle de l'ambassadrice, beaucoup d'importance aux traités et au multilatéralisme, à l'ONU. Et c'est d'ailleurs pour ça que la Chine elle-même, quand les Américains voulaient, y compris Obama, promouvoir effectivement un G2, on est à deux, on va gouverner le monde, le condominium, Amérique-Chine, eh bien ce sont les Chinois qui ont toujours refusé cette conception du G2. Ils l'ont refusé verbalement, mais ils auraient bien aimé. Ils auraient bien aimé. Et s'ils sont rentrés résolument dans le multilatéralisme, vous avez entièrement raison, c'est pour en prendre le contrôle. Un contrôle qu'ils ont pris d'autant plus facilement que les États-Unis d'Amérique s'en étaient retirés. Donc c'est ça quand même, cette change, et c'est aussi un des facteurs de changement qui a complètement esquinté, si l'on peut dire, le multilatéralisme tel que nous. Et Obama d'ailleurs a reproché à ses prédécesseurs démocrates d'avoir été léger dans la négociation sur l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Il leur a même dit publiquement, je crois que vous vous êtes fait avoir là. Que va-t-il se passer maintenant? Expliquez-nous bien, selon vous, Poutine, qu'est-ce qu'il va maintenant jouer comme carte? Il a joué une certaine ouverture avec Trump, et maintenant il s'affiche avec Xi Jinping. Est-ce qu'il va tendre la main, ou il va retendre la main, ou en réalité est-ce qu'il est parti dans une logique de surenchère et d'agressivité? Je rappelle qu'il a bombardé Soumy une première fois très violemment, et hier encore de façon un peu moins violente, mais à nouveau. Mais moi, je serais lui, je ferais une ouverture. Et il l'a fait à certains moments, d'ailleurs, avec ses propositions de trêve, etc., qui ne marchaient pas. Son intérêt, c'est même facticement d'être, après l'organisation de cette célébration d'une sorte de César, de triomphe, de faire une ouverture, pour être cru. Mais pourquoi ne le fait-il pas? C'est ça la question. On a beaucoup dit, vous allez voir maintenant, Poutine va changer de stratégie. Non, il est non seulement plus offensif en parole, mais même en acte. Il a bombardé encore ces dernières heures. Pour le moment, pour montrer effectivement sa force. Maintenant, moi, ce qu'on me disait toujours en Russie, c'est que Poutine, c'était une boîte noire. C'est-à-dire qu'on ne savait pas ce qu'il allait faire. On ne le savait qu'une fois qu'il l'avait fait. Donc il se peut très bien qu'effectivement il fasse une ouverture, mais il se peut qu'il continue à frapper. Je n'y crois pas du tout, parce qu'en fait, il a dit déjà. Il a dit, parce qu'actuellement, son idée, c'est l'Ukraine n'est pas aidée par les États-Unis actuellement, donc il faut en profiter. Et c'est pour ça d'ailleurs, il se dit, Trump me propose quelque chose, mais c'est une petite ouverture, mais je ne peux pas compter vraiment sur Trump parce qu'il peut changer d'avis, etc. Et tandis que là, j'ai l'Ukraine, et en fait, il est dans la même idée qu'en 2022. Et c'est une faute d'ailleurs, parce qu'il croit qu'il peut gagner en Ukraine. Il se trompe, mais il est toujours dans cette idée. Mais il vient de laisser passer... Il va gagner quelques mètres carrés. Voilà, il a gagné quelques mètres carré, il a laissé passer une occasion en or de se sortir la chemise sèche de toute cette histoire qu'il a provoquée. Mais Poutine, c'est pas un stratège. Je vous rappelle, Poutine, c'est un tacticien, mais c'est pas un stratège. En fait, tous les gens qui ont dit c'est un mec super intelligent qui voit 10 fois plus que nous. Non, Poutine, c'est un très bon technicien. Il laisse souvent, en fait, la tactique dominer sur les questions stratégiques. Peut-être, mais il a les résultats tactico-opérationnels de ses opérations. Il sait bien que oui, il peut faire du grignotage. Regardez le temps que ça lui a pris pour récupérer Koursk avec des Ukrainiens qui ne mettaient pas toute la mise à ce moment-là pour rentrer justement dans un processus de pourparlers. Donc il le sait. Donc à un moment, oui, il doit gagner du temps. Oui, il doit augmenter les enchères. Oui, il peut faire ce tango de pas de deux. Et parfois, il faudrait qu'il fasse une ouverture parce qu'il a bien vu que là, il a crispé quand même l'interlocuteur américain. Mais in fine, les choses sont les mêmes parce que cette guerre, elle est coûteuse pour lui. Et à un moment, il faut qu'elle s'arrête quelque part parce qu'il sait bien qu'il n'y aura pas de progression. Il ne va pas conquérir l'Ukraine. Il ne va pas aller jusqu'à Kiev. Je ne crois pas. En fait, il y croit. Il y croit. Donc il est en fait frappé d'hubris. C'est ça. Le problème de l'hubris, de la démesure, c'est qu'après il y a l'athée, c'est le coup de folie. C'est ça. Après il y a la némésis, c'est la vengeance. Oui. Après il y a la tisis, c'est la destruction.